Bon, quand tu Salut vas? Ludo. Tu vas bien? T'as passé une bonne journée? Eh ben écoute, oui, voilà, je suis contente de te voir là, puisque la dernière fois, on avait eu un petit souci. Voilà. Ouais, c'était un gros échec, ouais. Merci, Non, plaisir. mais c'était que partie remise pour aujourd'hui. Exactement. On va attendre bon, encore peut-être quelques minutes pour voir s'il y a du monde qui se connecte, parce que je crois qu'il y en a Oui, qui ne oui, trouvent oui. pas. J'ai eu des appels, donc on va juste attendre quelques secondes pour voir. Bon, on va être patient, hein, puisque la dernière fois, je crois qu'on les a fait patienter aussi. Donc, Oui, oui, exactement. Oui, oui, on va attendre un peu voir que ça monte, pour que ceux qui arrivent, ben, justement, partagez, likez, comme ça on a plus de monde. Allez-y, hein. Alors, il faut justement partager, hein. oui, bah, d'après ce que tu m'as dit, tu peux réutiliser la vidéo Oui, oui, après après, mais en l'objectif tout c'est cas, de tu vas. pouvoir, voilà, on remettra une rediffusion de ce live pour ceux qui vont devoir quitter le live pour X raison, à cause des enfants ou autre, et sera sur YouTube, donc je donnerai le lien de la chaîne YouTube pour pouvoir la retrouver après. Parce que Donc c'est voilà. une première hein, que je t'accorde. Hein, j'ai pas forcément Oui, l'habitude de faire ça, de parler, c'est oui, mais voilà. c'est exactement ça, et pour moi c'est pareil, hein, c'est la le tout premier live que je Mhm. lance. Il y en aura d'autres qui vont suivre, qui sont déjà programmés, avec des grandes personnalités qui vont être super intéressantes. Donc, ça va être top. Ça va être top. On parlera sophrologie, on va pouvoir parler un peu d'hypnose, on va parler de charisme, on va parler de plein de choses sur les futurs lives qui arrivent. Donc D'accord. voilà. Alors moi, j'ai l'habitude de parler, mais quand je vois les gens là, du coup, ce sera à toi principalement. Je vais essayer un petit peu d'imaginer les questions. Je ne sais pas s'il y a des Bah, tu me questions. dis, hein, si tu veux que je me transforme en grenouille. Euh, Voilà, est-ce qu'on va donc, voir les questions alors, Oui. normalement, je vais demander aux gens de mettre des commentaires. Je ne sais pas si je vais les voir, j'en ai aucune idée. Mais dans tous les cas, mettez des commentaires. Si je les vois, on y répondra, on répondra à vos questions. Mhm. Je vais essayer de me mettre un autre écran peut-être pour voir ça. Hop, je ne sais pas si je vais le trouver, mais bon, n'hésitez pas, hein, mettez des commentaires et s'il y a des questions particulières. Donc là, le sujet, hein, je vais faire un petit rappel. On va y Ouais. venir juste après dessus, mais ça va être là, donc la souffrance au travail, hein. Voilà. C'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur parce que je l'ai vécu. Donc on en parlera, on parlera un peu de mon histoire. Et je sais qu'autour de moi, il y en a de plus en plus. Donc voilà, l'objectif, c'est de pouvoir vraiment discuter de ce sujet avec tout le monde, quoi. Voilà, donc tu affiches là, là, je vois la première. Exactement, ça c'est juste voilà, c'est juste le thème. Donc ce que je propose, c'est qu'il est déjà 35. Ouais, on Donc va. Voilà. voilà, ce que Tu je veux qu'on propose, c'est démarre? qu'on attaque. Ouais. Je propose qu'on se présente en premier. Oui. Ça pourrait être pas mal. Donc, je vais commencer par moi, si tu veux. Ouais. Très Ok. bien. Donc, donc, hop, je vais partager ça comme ça pour ceux qui ont du Alors, je mal. vois que tu as préparé des petites choses. Voilà, super. Exactement, j'ai Ça, c'est préparé et bien j'ai organisé. j'ai fait le bon élève. Très Donc, bien, super. voilà, pour la présentation, qui je suis, parce que je sais qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Ludovic Morel, je suis coach professionnel certifié, enregistré au répertoire national des certifications. J'ai un cabinet sur Gap, donc c'est dans les Hautes-Alpes pour ceux qui ne sont pas de cette région. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le monde de la vente et la gestion d'entreprise. J'accompagne des managers et les entreprises dans leur développement, peu importe, personnel ou professionnel, pour un salarié, pour un manager, pour un chef d'entreprise. Mon métier, il est de les accompagner à s'élever ou à résoudre des problématiques ou atteindre des objectifs. Voilà en quelques mots Ok. qui je suis. Alors, on va te demander Bon, à toi, Graziella, du coup, qui je vais es-tu? enchaîner. Alors, bon, je suis psychologue depuis 25 ans. Alors, tu as mentionné bon, la thérapie EMDR, c'est une thérapie qui traite du post-traumatique, hein, on en parlera peut-être aussi. J'ai beaucoup travaillé ces 10 dernières années dans la santé au travail. Je suis lyonnaise, hein, donc on n'est pas du tout à côté avec Ludo. Alors après, j'ai eu, comme les psys, beaucoup de fonctions. Je suis formatrice aussi
dans le milieu hospitalier, j'ai travaillé, comme c'est indiqué, sur des collectivités. Je fais beaucoup de débriefings de collectifs suite à des situations de violence, et puis des suivis individuels. Et puis j'ai un cabinet où je reçois clientèle, patientèle, puisque patientèle pour un psycho, clientèle pour un coach, et dernièrement coach récemment. Voilà, donc avec Ludo, on se connaît depuis une petite année. Exactement, on a fait la formation ensemble, c'est là où on s'est connus, sur la formation Coach Pro. Voilà. Au cas où, pour ceux qui ne connaissent pas trop cette formation, c'est une formation qui est organisée par un grand groupe formateur en France, je ne le citerai pas, mais par contre, c'est une formation qui était très longue et très dure, parce qu'on a fait plus de 600 heures de modules et de formation. On a souffert, hein. Moi surtout sur le mémoire, hein. J'avais perdu la technique de l'écriture, ça n'a pas été évident. Alors je voulais juste préciser un petit peu comment fonctionnerait peut-être dans cette vidéo. On va faire des allers-retours en 1 heure. Si on a compté à peu près 1 heure, il est certain que vu la grande thématique, on ne pourra pas traiter de tout. Donc moi, ce que je pensais faire également, c'est donner des petits éclairages. Peut-être qu'on va être dans une posture, non pas de coach ou de psychologue, parce qu'on est dans un échange entre nous deux, mais plutôt peut-être avec l'idée de donner peut-être quelques conseils, ou en tout cas à la fois moi d'apporter une réflexion et peut-être entre nous deux de pointer quelques conseils. Il y a un aléatoire. Exactement. Puisque tu auras peut-être une lecture. Alors, j'ai trouvé pour voir les commentaires. Hein. Pardon ? Donc, si les gens veulent mettre des commentaires, je les ai sous les yeux, là, juste en dessous. Donc, je les vois, je peux faire des coucous. Donc, si je vois une question, à ce moment-là, je te la poserai. On pourra peut-être y répondre en direct. Juste pour en revenir, on a quand même la thématique. Donc, j'ai fait quand même, parce que comme tu sais que je fais les choses bien. Hop. Donc, voilà un petit peu les lignes conducteurs de la soirée. Donc, déjà, c'est un peu des chiffres sur la souffrance du travail. Alors, j'aime pas trop les chiffres, mais c'est quand même important d'en citer quelques-uns. On va parler de mon expérience personnelle parce que c'est une expérience vraiment en souffrance de travail. Donc, je vais pouvoir vraiment parler de quelque chose de concret et vous allez certainement vous retrouver, pour ceux qui regardent, je pense qu'il y en a qui vont se retrouver dedans. On va pouvoir parler relations d'emprise. On a déjà fait une vidéo sur ça au sein du couple, mais il y a aussi la relation d'emprise en entreprise. Donc là, ça va être intéressant. On va aussi voir les symptômes que crée donc la souffrance au travail, les burn-out, etc., etc. Et on va pouvoir voir aussi, c'est toi qui m'as proposé, l'approche systémique. Oui. Donc ça, je ne connais pas plus, donc ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir ce que tu vas me dire là-dessus et les solutions surtout pour sortir de cette souffrance. Quelques petits tuyaux, comment faire pour essayer d'en sortir, parce que y rester dedans, c'est pas très sympathique. Donc, alors, je vais couper ce diapo. Ça fait pas mal, hein, mais je pense qu'au fur et à mesure que tu m'as dit tout à l'heure que tu avais préparé quelques petits points histoire de conduire. Alors, ce sera peut-être pas strictement dans l'ordre que tu l'as présenté, mais je pointerai à chaque fois la thématique en fonction de ce que tu amènes. L'idée que tu puisses parler de ta problématique personnelle, c'était pour un peu illustrer. Moi également, je donnerai un petit peu de confidentialité, bien évidemment, des choses qui illustrent un petit peu ce qu'on peut retrouver dans la question de souffrance au travail. C'est ça. Et alors, je ne sais pas si tu en as parlé au début, il ne me semble pas, mais tu travailles, je crois, quand même au sein directement des collectivités pour ça, de souvenirs. Alors, à travers mes différents postes, lorsqu'il y a une situation de travail estimée violente pour une personne ou pour un collectif, la collectivité m'appelle via un dispositif, on est plusieurs psychos, et on intervient au plus rapide sous forme de débriefing. On évalue d'abord avec la personne qui nous appelle, on analyse la situation de travail avant, bien sûr, d'y aller pour réajuster. D'accord, donc tu as quand même des responsables ou des chefs d'entreprise qui t'appellent parce qu'ils ont décelé une personne en souffrance au sein de l'entreprise. Oui, certaines collectivités organisent un dispositif de signalement de situations de violence.
Alors, c'est très variable selon l'orientation de la ville. Vous avez des systèmes d'écoute, et puis là, c'est via le système d'écoute auquel on ne participe pas, mais nous, on est intervenant externe sur des situations déjà plutôt estimées graves pour la collectivité. D'accord, ok. Donc, pour en venir justement à quelques chiffres, donc moi, alors j'ai essayé de rechercher un petit peu. C'est pas évident, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enquêtes menées en France déjà dessus sur la souffrance au travail. Mais j'ai quand même réussi à sortir quelques chiffres. Alors j'ai eu des sources qui étaient par exemple sur aefinfo.fr, qui sont assez intéressants. Par exemple, le nombre de salariés en arrêt de travail, il a augmenté de 30% entre janvier et mai 2021. C'est juste énorme. Il faut savoir que hors Covid, je parle bien hors Covid, 19% des arrêts maladie sont dus à des troubles psychologiques. C'est quand même dingue. 19% des arrêts maladie sont dus à des troubles psychologiques. Alors, il faut savoir qu'il y a dans la question de la souffrance au travail, il y a les troubles musculo-squelettiques qui sont liés plus à la question du corps. Je crois que tu avais peut-être... Exactement. Les troubles musculo-squelettiques, comme tu dis, en fait, c'est 12%. C'est aussi un chiffre qui est quand même parlant. Alors, troubles musculo-squelettiques, c'est tous les troubles... Est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est lié aux articulations, épaules, genoux, chevilles et autres, à travers la répétition du geste. Les gens qui sont en entreprise, en usine, une blanchisserie par exemple, à plier le linge, tous les soignants sont aussi exposés parce qu'ils répètent un certain nombre de choses. Ils soulèvent des personnes, donc ils soulèvent il y a eu des études, plusieurs tonnes par jour, si on mesure, en gériatrie notamment. Voilà, donc ça, c'est tous les troubles liés à la question peut-être plutôt corporelle, même si c'est pas scindé complètement comme ça aussi. Et puis, c'est vrai, et en France particulièrement, on est un peu les mauvais élèves de l'Europe sur la question des troubles dépressifs. Vous savez qu'on est un peu en tête sur la question des prises de médicaments psychotropes. Donc, oui, il y a pas mal de troubles. Et puis, cette année, quand même, et je pense que ça aussi, il faut l'évoquer, sur la question du travail, depuis 2 ans, il y a eu pas mal de bouleversements dans quasi tous les corps de métier sur cette question du Covid qui est venue rajouter, je pense, de la souffrance à la souffrance. Alors, c'est une certitude. Mais en tout cas, moi, je le vois en tout cas dans les gens que je reçois aujourd'hui. Et puis, pour avoir aussi, sur la première vague, en tout cas, accompagné des équipes sur la question du Covid, bien sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'allais presque dire, en ouverture aussi, il y a une souffrance sociale. Et du fait de la souffrance sociale, forcément que ça vient se répercuter dans toutes les sphères de nos vies quotidiennes, que ce soit familiale, que ce soit du travail également. On a quand même, je vais peut-être évoquer ça, la question de l'organisation du travail. Alors, c'est pour ça que je vais là introduire peut-être la notion systémique. Je vous ai dit tout à l'heure. À la limite, si tu veux, Graciela, je termine sur les 2-3 chiffres et on va avancer un peu. On reviendra sur on va dire sur ton systémique. Je nous explique. Alors, parce que ce qui est intéressant, ce que je recherche à faire dans ces vidéos-là, c'est que en tant que coach, je t'appelle souvent déjà parce que tu es psychologue, parce que tu as de l'expérience. Et c'est ce que les gens recherchent aussi. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de pouvoir aller mettre des termes, on va dire des mots français simples sur des termes qui sont très compliqués, que certains ont du mal à dire, mais de quoi elle parle quand elle parle de musculo-squelettique, quand elle parle de... tu vois, on est un peu perdu, donc ça va être intéressant de rentrer là-dedans. Donc pour revenir un peu sur les chiffres, il faut savoir qu'il y a quand même 480 000 personnes en France qui seraient en détresse psychologique au travail. J'ai bien dit 480 000.
C'est pas un petit chiffre, hein. Tout ce qui est le burn-out, par exemple, lui, ça concerne à peu près 7%. Ça fait 30 000 sur les 480. C'est encore un chiffre très, très élevé. Alors, c'est pareil, hein, j'ai trouvé des études comme Technologia qui a révélé une étude récemment. Sur 3,2 millions d'employés, c'est-à-dire 12% de la population, eh bien, ils présenteraient un risque de burn-out. C'est énorme. 12% sur 3,2 millions de personnes ont ce risque-là de claquer au travail. Donc, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est justement ce burn-out? Parce que tout le monde parle en anglais, même moi j'ai du mal à le prononcer. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, je devais expliquer la question systémique. Parce que je vais quand même, avant la question du burn-out, parce que tu as choisi une très jolie photo qui explique, qui illustre pas mal cette notion, mais pour que les gens comprennent un petit peu de là où je parle et comment va être ma vision. Alors oui, le psychologue et le coach ont une vision de l'individu, mais je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment, enfin en tout cas à mon niveau, après toutes ces années, il me semble plus logique que dans la situation de travail, d'analyser deux axes en même temps. Un sujet, une personne, dans une situation de travail, inclus dans un système. Alors, c'est quoi l'approche systémique? C'est quoi le système? En fait, un système, ça, comme nous savons à peu près la définition, c'est un ensemble d'éléments où chaque élément a une liaison un peu particulière. Et dans cette approche-là, qui est une approche organisationnelle, enfin qui existe depuis quelques décennies, je la trouve intéressante parce qu'en fait, on peut approcher cette question systémique presque pour tout. Individuellement, nous sommes un système. Votre famille est un système. Votre service, là où vous travaillez, c'est un système. Votre entreprise, c'est un système. J'allais dire, la nation est un système. Donc, et que à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas moi dans mon travail, lorsque j'accueille quelqu'un j'allais dire sur n'importe quelle situation, mais particulièrement celle du travail, je vais analyser ce que la personne, qu'est-ce qu'elle me dit, mais dans son système. En fait, il y a deux, et c'est un aller-retour entre, puisque seul, on agit, le sujet humain est différent d'une situation à l'autre et d'un système à l'autre. D'accord. Je donne un exemple. Mais du coup, alors, si on en revient au terme de burn-out, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du jour au lendemain, tu tombes? Alors, est-ce que tu pourrais redonner voir oui, alors, je ne sais pas si tu... Non, tu n'as peut-être pas... Tu as pris la photo de l'allumette qui brûle. Alors, dans le burn-out, oui, il y a la question de la brûlure, au sens, quelque part, ça traduit pour moi un processus lent qui s'inscrit dans le temps, d'un processus de l'ordre de la souffrance qui va passer par la question du corps. Et le burn-out signifie l'épuisement professionnel. Et on en parlait beaucoup, ça a commencé, on en parlait beaucoup dans le milieu soignant. Et puis, de décennie en décennie, on parle même maintenant du burn-out on parlait du burn-out chez les salariés, on parle du burn-out chez les managers, chez les dirigeants, et même chez la mère au foyer. Le burn-out, j'allais dire, est devenu un concept peut-être qui s'est beaucoup répandu. Et ce que j'aimais dans ton choix de photo de cette allumette, ben oui, ça commence et puis ça finit. La dernière image, c'est vraiment la cassure. Et c'est ce point-là, la question du burn-out, c'est non seulement la question de l'épuisement professionnel, mais à un moment donné, c'est souvent la réponse du corps. Et c'est bien, c'est pas qu'une question psychique, c'est souvent le corps qui va rappeler à l'ordre de la vie, qui va se mettre en défense, si vous voulez. Alors, je vais citer des exemples.
Voilà. Je vais te couper là-dessus parce que c'est intéressant, parce que ce qui est bien, c'est que j'ai une diapo qui vient d'arriver comme par magie et tu vas pouvoir rebondir là-dessus. Et justement, c'est les causes de souffrance au travail. Déjà, parce que là, on est sur les symptômes, donc c'est bien, mais qu'est-ce qui va causer ces symptômes? Alors, Alors peut-être avant, je ne sais pas si toi, tu voulais parler de la question des symptômes, je ne sais pas si tu voulais les évoquer peut-être maintenant pour bien comprendre la question du corps qu'on oublie souvent dans la question du burn-out. bien sûr, je te mets ça tout de suite, comme ça on y va. Hop, alors, les symptômes. Là, c'est intéressant. Alors, on a dit que j'allais parler de mon expérience personnelle. Quand j'ai sorti ça, que j'ai vu ces symptômes, je n'ai pas été choqué, mais je me suis dit quand même, parce qu'il y a des appels, il y a des alertes qu'on ne voit pas. Je vais mettre tout de suite tous les symptômes. Voilà, alors, ils sont là. La liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, ça donne une allure générale à la question des différents types de symptômes. Et voilà, donc troubles de la concentration, troubles du sommeil, irritabilité, nervosité, anxiété, fatigue importante, palpitations. J'ai eu un cas dans une entreprise où j'ai eu des troubles de la concentration, j'ai eu des troubles du sommeil. Pas irrité, peut-être pas tant, il faudrait qu'on demande à ma femme si elle a un commentaire qu'elle mette pour savoir si j'étais irrité à cette époque-là. De l'anxiété, j'en ai eu, de la fatigue importante, j'ai eu, et des palpitations, j'ai même eu des vertiges. De mon côté, j'ai fait tous les médecins qui existent au monde. Je suis allé voir des cardiologues, je suis allé voir des pneumologues, j'ai fait des prises de sang à répétition. J'ai fait un IRM du cerveau, pour te dire. Je suis allé tellement loin dans la démarche parce que j'étais en train de mourir. Je me disais, mais c'est pas normal. Parce que j'avais ce caractère, j'ai ce tempérament, ce caractère, justement, à être fort, à être voilà, quelqu'un qui a une conscience professionnelle très élevée. Je me dis, non, mais c'est pas possible, c'est pas à cause du travail. Ça peut pas être à cause du travail, c'est que j'ai un problème de santé. Donc j'ai tout mis sur ça. Et plus tard, en fait, j'ai ouvert les yeux, j'ai réussi à sortir de là. Et heureusement. Et en fait, ce qui m'a fait sortir de là, déjà, c'est ma femme qui m'a énormément accompagné, qui m'a dit, tu n'es pas normal, il y a un problème, etc. C'est le travail, c'est sûr. Donc, ça m'a, comme je l'écoute énormément, déjà, ça m'a vachement porté, ça m'a aidé. Et les sensations de vertige, où je me voyais presque par terre, là, j'ai quand même tiré la sonnette d'alarme pour me sortir de là. Mais je sais que pas tout le monde arrive à se sortir de cette situation, parce qu'il y en a qui continuent peut-être encore les rendez-vous médicaux, comme moi, j'ai pu le faire pendant plus de 6 mois. Ou qui ne les entament pas du tout. Alors, ce que tu décris, bah, c'est quelque part, il y a une forme de déni. C'est que, on pose souvent la question, et peut-être que c'est une question qui peut répondre répondre à certains, qui fait un burn-out? C'est toujours la question. Ouais, ça c'est intéressant. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui profiler, si je puis dire, quelqu'un qui ferait un burn-out? Alors, c'est toujours délicat de dire tel profil, etc., parce que les choses sont bien plus complexes. Alors, je vais en tout cas exprimer ma position à moi suite aux 10 ans passés dans ce poste-là. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'en général, les personnes qui sont à risque de burn-out, c'est déjà des gens très engagés dans le travail, qui ont une valeur travail très ancrée. Hein, puisqu'on est en France, paraît-il, une valeur travail assez forte. Il y a parfois une culture familiale du travail aussi que je relève. Il y a aussi une force de travail. Il faut pouvoir, quand une entreprise vous demande de travailler 12 heures par jour, tout le monde ne peut pas tenir le rythme de 12 heures par jour, c'est pas vrai. Donc en général, ce sont des gens plutôt à forte capacité de travail, qui sont engagés, mais qui vont mettre en place ce que tu exprimes peut-être aussi, des mécanismes. C'est pas possible, ça peut pas m'arriver. Moi, je suis forte. Hein, ils ont
un petit message C'est interne, exactement ce que j'ai je vécu. dois être fort, je ne dois pas être faible. Alors, là aussi, dans la question homme-femme, est-ce qu'il y a une différence? J'allais dire, tout, c'est réparti, mais du côté masculin, ce sera plus difficile à accepter d'être bousculé par le travail. D'ailleurs, la preuve en est, c'est les gens qui viennent voir des psychologues, enfin, dans les personnes, c'est quand même 80-20, hein, 80% de femmes qui vont peut-être plus rapidement exprimer de la souffrance, parce que ça va être Ah, je sais j'ai un même plus. commentaire, Graciela. Oui. Ouais, j'ai un commentaire intéressant qui est arrivé. Une personne qui dit personnellement, c'est une femme, cette personne. Elle a fait 18 mois de kiné pour des cervicalgies à Oui. cause d'une collègue toxique. Des douleurs sont parties du jour au lendemain. Alors, là, du coup, c'est la question de la relation avec la collègue, hein, c'est ça? À première vue, oui, oui, personnellement, Ouais. j'ai fait 18 mois de kiné pour des cervicales, donc du collègue, ouais, elle est partie, tout s'est arrêté. Alors là, on aborde, là c'est autre chose. C'est la relation toxique entre collègues. C'est encore un autre volet dans la question du burn-out, parce que dans le burn-out, on peut avoir une entreprise qui demande, qui pose une certaine charge de travail. Ça, c'est le côté institutionnel. Et je disais tout à l'heure, je répondrai à la question à la personne, hein. Il y a connexion entre deux choses, entre une personnalité et entre un système. C'est comment certains systèmes vont, de mon point de vue, être plus à risque de provoquer des burn-out. Si vous rentrez dans une boîte qui fonctionne bien, où il y a beaucoup de personnel, où il y a une bonne ambiance, où quelque part, c'est moins à risque que je pense à des commerciaux, par exemple, qui doivent ou la banque, ça fait un moment que vous avez un classement de personnes, vous avez une pression, où tous les jours, vous devez savoir quel est votre classement. Enfin, c'est quand même des choses extrêmement dures à vivre. Alors, je le sais à travers les personnes que j'ai eues, pas mon expérience personnelle, mais en tout cas, et là, pareil, la pression, ça c'est un point que je soulève aussi, la notion de pression, elle est très individuelle. Vous avez des personnes, je prends les commerciaux, qui sont plutôt, tu en es un, Je qui l'ai sont vécu. plutôt, pour les faire avancer, ils ont besoin du côté adrénaline. Je parle des pompiers, des gens dans la police aussi, qui ont besoin un petit peu du coup d'envoi, si je puis dire. Et puis, vous avez d'autres personnes qui nécessitent un milieu calme, rassurant, et qui vont pas être, et qui vont être vite pressurisées peut-être, ou pas par les mêmes choses. On n'est pas pressurisé par les mêmes choses et on n'a pas le même seuil de tolérance. Et par rapport à ça, j'avais envie de dire, sous forme de conseil, il est important de savoir quelle est notre limite, où est notre juste place. Je parle parfois, vous savez, dans le parcours professionnel, vous avez des gens qui peuvent être agents de maîtrise, et puis on les passe responsables. Ah Et oui. là, ça bascule. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du trop pour cette personne. Donc Oui. là, voilà. Et puis c'est souvent le cas, Alors, parce que c'est souvent ça, dans les entreprises, on le voit tous les jours, hein. Tous les jours, on voit oui, cette personne qui est très bien à son poste, qui est autonome, qui est fiable, je veux dire, qui fait du super travail, et on lui dit, bah, tiens, tac, tu pars, et on va te mettre ici. Alors bien sûr, on miroite, hein, le super boulot, mais la pression, tout est différent en fait. Ça n'a rien à voir, et c'est là, donc, que tu dis, où souvent ça craque. Et c'est vrai qu'on le voit. et entre ce qu'on envisage d'un poste et la réalité d'un poste, il y a un écart, hein, c'est entre l'idéal et le réel, il y a cet écart. Alors, j'aimerais répondre quand même à la question de la personne. Oui. Là, on est davantage sur une situation, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, et c'est très, très, très fréquent, hein, j'ai pas mal de gens qui me consultent aussi pour ça, c'est ce qu'on appelle la relation toxique.
Alors, la relation toxique, c'est pas que au travail, mais en tout cas, sur la question du travail, ça peut être d'un manager vis-à-vis de son N-1, ça peut être de la direction, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un collègue de bureau avec qui on travaille juste à côté. Et oui, on peut parler aussi parfois de la question de la relation d'emprise. Ça peut être aussi ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans cette relation d'emprise. Alors, la relation d'emprise, à quoi on va le voir? Alors, c'est large. Alors, de mon point de vue, en fait, alors il y a deux termes qui sont peu utilisés, mais l'empreneur et l'emprené. Alors, ce ne sont pas des termes qu'on utilise un peu dans le domaine psy, un peu, mais pas trop. Je vais le traduire autrement. C'est aussi la rencontre de deux personnes, de deux parcours, de deux histoires. La relation d'emprise, c'est quelqu'un qui prend et quelqu'un qui se laisse prendre. C'est pour ça que là aussi, on peut aussi l'approcher sous l'angle systémique. C'est pour répondre à cette personne, c'est qu'est-ce qui se passe dans sa relation avec cette personne? Qu'est-ce qui est pris? Et là aussi, ça nécessite, parfois je me souviens d'une personne qui, c'était il y a 2 ans, qui arrive dans mon bureau en vrac, physiquement épuisée, en pleurs, très rapidement, et qui me décrit sa situation de travail. Elle me dit que ça fait 1 an et demi, qu'elle a beau faire tout ce qu'elle peut, mais c'est jamais assez bien pour sa chef. Et donc, on a travaillé sur qu'est-ce qui fait, et c'est au départ, la relation d'emprise, elle n'est pas forcément tout de suite, elle n'est pas forcément immédiate. On peut, j'allais dire, il peut y avoir des collaborateurs ensemble qui peuvent bien travailler au départ, qui ont parfois même un sentiment d'admiration, pas tout le temps dit, mais en tout cas, une accroche entre deux personnes, et au fur et à mesure, les choses vont se dégrader. Et celui qui est sous l'emprise va avoir tendance à vouloir répondre à la demande et au désir de l'autre, sauf que c'est un désir insatiable. Oui, tu voulais poser une autre question? J'ai une personne qui vient de dire une fois pris dans l'engrenage, il est difficile d'en sortir. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que... Et quand tu fais quoi? Donc, si tu es pris dans cet engrenage, comment tu fais pour sortir de cet engrenage? Alors, que très, très souvent, la personne elle-même, prise, ne le voit pas. C'est souvent l'entourage qui va signaler et il existe un temps où la personne ne se rend pas compte, d'ailleurs va même être, être presque dans le déni vis-à-vis de cette relation, parce que quelque part, ce qui est compliqué dans la relation d'emprise, c'est que celui qui est sous l'emprise, il a une place. Il a une place souvent paradoxalement importante pour celui qui est dominant sur l'autre. Donc, ça ne va pas être tout de suite visible. Donc, le conseil, j'allais presque dire, si vous avez de prendre conscience. Et comment on prend conscience? Ses amis, parfois, malheureusement, ça va être avec le temps. Parfois, ça va être comme un petit peu... vous avez des personnes parfois qui vont vous retirer de ce système-là, et parfois, malheureusement, comme c'était le cas de cette personne, eh bien, les gens vont attendre d'aller très, très, très mal avant de réagir. Parce que quelque part, dans ce type de relation, si jamais... Pardon? Si jamais... Je devais donner un conseil simple, ça serait d'écouter sa famille et ses amis quand ils alertent dès le premier appel en disant « Attention, tu n'es pas bien, fais quelque chose ». Oui, mais le propre de la relation d'emprise, c'est qu'au départ, en tout cas, la personne ne peut pas entendre parce qu'elle ne voit pas cet angle-là. Et qu'elle voit plutôt je dois travailler, je dois répondre à ce qu'il me demande, il ou elle,
c'est vraiment très important que j'y réponde. J'ai besoin de mon travail parce que parfois, malheureusement, c'est aussi une question de survie. Vous avez des gens qui sont obligés de supporter un certain type de personnalité et que c'est ça ou plus de travail. Donc, dans ces cas, c'est plus compliqué. Et en général, sous emprise, la personne, elle est parfois isolée. Il arrive fréquemment que ce soit des gens qui soient familialement pas soutenus, déracinés, voilà, où il y a une certaine, quelque part, le dominant va essayer d'isoler isoler cette personne, d'une certaine manière, dans une relation qui peut paraître exclusive aussi. Donc, on va en profiter justement pour rebondir sur les causes de la souffrance au travail, parce que comme on est sur la relation d'emprise, ça en fait partie. Donc, pareil, donc c'est quelque chose, c'est pas une liste exhaustive, mais j'ai retrouvé les 10 plus fréquentes. Donc, on va avoir le manque de reconnaissance, une organisation défaillante au sein de l'entreprise ou des services, la pression du résultat. Alors, elle n'est pas en troisième position, c'est vraiment les 10, parce qu'après, on pourrait les classer par ordre. Les conditions de travail difficiles, le manque d'ergonomie, le manque de cohésion, des tâches répétitives, ça c'est sûr qu'en usine, on le ressent rapidement, ceux qui font des tâches au quotidien, à bouger des boîtes, c'est assez particulier. La faiblesse des revenus, ça joue aussi. L'avenir de l'entreprise. Tiens, ça c'est une expérience que j'ai fait. Une entreprise qui a fait un choix stratégique que je n'approuvais pas. Je suis parti de l'entreprise parce que je sentais, moi, j'ai eu peur de perdre mon travail plus tard. Donc là, à cette époque-là, je n'étais pas sous d'emprise ou autre, donc j'ai pu prendre mes rênes, tac, et partir. Mais ça faisait partie de quelque chose qui aurait pu me faire tomber dans de la souffrance au travail. Et en 10, les relations au travail, il y en a revient au commentaire qu'on a eu tout à l'heure de la personne qui nous a dit j'avais quelqu'un autour de moi et j'étais pas bien, et du jour où ils sont partis, nickel. Donc la relation au travail. Alors pour terminer pour cette personne, j'allais presque dire, lorsque vous sentez qu'il y a un point de non-retour dans les relations, dans les conflits, si c'est possible, il est plus souhaitable de vous en aller. Rester des années dans une relation toxique vous pompe toute votre énergie, vous risquez de perdre confiance en vous. J'ai vu des gens excellents au travail, compétents, et qui ont petit à petit dégringolé parce que dans leur entourage, ils ont pu connaître des personnes manipulatrices, dominantes, écrasantes, harcelantes. Donc effectivement, après, on n'a pas toujours le choix, et puis j'allais dire, faites confiance à votre intuition. Très souvent, les patients me disent « Pourtant, je sentais que ça n'allait pas, mais je ne sais pas, je suis restée quand même. » Faites confiance davantage, il y a 2 centres de décision, le cerveau et le cœur, et votre intuition, elle a j'allais en donner un autre. Plus raison que votre cerveau. Et il y a plein de fois où je dis stop, allez-vous-en. Ça, c'est vrai, je le dis beaucoup plus rapidement aujourd'hui parce que j'observe malheureusement qu'il y a, et je vais revenir sur ma perception des systèmes, à l'heure d'aujourd'hui, il me semble, bon, c'est le côté psy qui parle, mais qu'il y a une forme tu es là pour ça, hein. De maltraitance institutionnelle qui font que parfois, ce n'est pas forcément la personne elle-même qui est malmenante, c'est le système dans lequel elle est. Et c'est ça, il faut faire la nuance. On a vite fait de taxer quelqu'un de pervers ou de manipulateur, mais je crois qu'il faut replacer le contexte et considérer aussi cette dimension de l'institution qui vous dit aujourd'hui, par exemple, message complètement paradoxal, faites mieux avec du moins. C'est complètement, ça c'est pervers déjà. Et je n'ai pas peur de le dire. Comment vous pouvez faire mieux avec du moins? Ça met complètement en écartèlement interne. Voilà, pour continuer, comme je l'ai mis sur la diapo, alors, il y avait aussi autre chose, Ludovic. Oui, dis-moi, vas-y, je t'écoute. C'est la question, juste parce que c'était un point vraiment important à signaler. Oui. À partir du moment où vous questionnez le sens de votre travail, ça, c'est un signal d'alerte aussi.
lorsque vous perdez le sens au travail. Ça doit être une première alerte. Pas par rapport spécifiquement à la question du burn-out, mais en tout cas, quand vous perdez vos valeurs, quand vous ne savez plus quelles sont vos valeurs. Et j'avais noté, les valeurs sont vos guides. Quand on est dans un re-questionnement autour de son travail, revenez sur votre centralité, vos valeurs propres. Et je pense que ça peut être un premier point pour s'y retrouver. Pardon. Tu as raison, Graziella, les valeurs et les besoins en son entreprise sont super importants. Moi, je rencontre c'est pareil, j'ai donc des clients tous les jours qui ne connaissent pas leurs besoins ou leurs valeurs. C'est ma deuxième séance, on est souvent obligé de passer par là. Quand je leur dis, mais c'est quoi vos 3 valeurs principales? Eh ben, il n'y a plus personne, mais je ne sais pas. Alors, ils en donnent plein, souvent, mais qui ne sont même pas leurs valeurs profondes. Quand moi j'ai dû quitter, donc quand je suis tombé donc, dans cette souffrance au travail, et donc j'ai Catherine, ma femme, qui m'a dit « mais ça ne respecte plus tes valeurs ». Et ça m'a fait réagir, je dis mais tu as raison, ce n'est plus mes valeurs. Mais si elle ne me l'avait pas dit, je n'aurais même pas eu la réflexion d'y réfléchir. Donc tu as raison, je vais insister sur ça. Posez-vous la question, quelles sont vos valeurs au sein de l'entreprise et quels sont vos besoins? Et regardez si vous les avez. Et si vous ne les avez pas, ben à ce moment-là, vous pouvez appeler Graziella, vous pouvez m'appeler, on pourra y travailler dessus. Mais il faut faire. Et j'allais presque dire, même en dehors même du travail, de manière générale, je pense que c'est intéressant et c'est ce qu'a amené le côté positif de toutes ces 2 années qu'on vient de vivre autour du Covid. Ça a vraiment posé les gens parce que ça les a arrêtés dans leur temporalité aussi au travail. Et ça leur a permis de se retourner sur eux-mêmes, pour beaucoup, tout le monde n'était pas forcément confiné, hein, je le sais, mais en tout cas de re-questionner leur place au travail. Et parfois, il faut s'arrêter. C'est bien la problématique des gens qui se burn out, si je puis dire, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas. Et ce qui va les arrêter, c'est souvent le corps, un malaise, tu disais tout à l'heure le vertige, une chute, hein, ce qu'on peut appeler un passage à l'acte aussi, ou un pétage de plomb, hein, où j'ai eu un manager, on m'a appelé un jour, un manager qui avait insulté tous ses collaborateurs. Alors, j'ai un autre commentaire qui est intéressant. Partir, oui, mais quand on nous a cassé, on ne se sent plus capable ni valable pour aller ailleurs. C'est vrai. Ouais. Ça parle de l'épuisement, c'est-à-dire que quand vous avez eu quelqu'un, alors je vais imaginer la situation, quelqu'un sur votre dos qui, quoi que vous fassiez, ça ne va jamais, bah ça atteint l'identité, ça atteint l'amour de soi, et puis toute cette thématique, l'estime de soi, qui inclut l'image de soi, la confiance en soi, et les gens, très souvent, sont complètement cassés. J'ai eu, il n'y a pas très longtemps, une responsable, cadre, manager, qui pendant 20 ans a été vraiment sur un plateau, si je puis dire, dans sa fonction, et qui malheureusement change de responsable, et pendant 2 ans, voilà. J'allais dire pour cette personne, déjà, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Je crois que seuls, parfois, les gens pensent qu'ils vont s'en sortir seuls. Je crois qu'il y a nécessité de se faire aider. Alors, quelles sont les personnes ressources quand même? Parce que parfois, je suis très étonnée que les gens n'aillent pas voir le médecin du travail. C'est une première ressource, la santé au travail, le médecin du travail, l'assistante sociale aussi, dans certaines situations, peut être vraiment une accompagnatrice également. Alors, les psychologues, il n'y en a pas dans tous les milieux de travail, il n'y en a presque pas beaucoup, mais en tout cas, vous pouvez vous faire accompagner soit par des psychologues, soit par du coaching. Alors, quand même la différence entre psychologue et psychothérapie et coaching, là, dans la psychothérapie, on va aller creuser le pourquoi. Sur la question du coaching, on va être davantage sur le présent et puis un objectif, ce que vous souhaitez là maintenant.
hein, voilà, donc juste pour faire un peu cette différence. Et je crois qu'il faut vraiment travailler sur soi, remettre des limites dans la situation de travail, remettre des limites dans la situation de travail, réapprendre à se refaire confiance pour dire stop. Il faut se faire accompagner. Pour moi, oui, parce que même quand la personne part ou quand vous changez de travail, admettons, eh bien, il y a des traces. Et c'est aussi pour ça que ça peut être un vrai stress post-traumatique. Le harcèlement, quand je vous parlais de cette personne qui est venue me justement, voir, je te coupe, elle était en stress chronique depuis 1 an et demi. Pardon ? Ouais. Je voulais en venir à ça justement parce que c'est un sujet qui est important. Je vois l'heure qui défile. Il y a tellement de sujets, je pense qu'on sera peut-être obligé même d'en refaire une. C'est le harcèlement moral. Harcèlement moral et l'harcèlement sexuel au travail, il ne faut pas les oublier. Alors, c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Le harcèlement sexuel, on a tendance à l'oublier. Pourtant, moi, j'ai des chiffres là sous mes yeux qui font juste flipper. Et pour l'harcèlement moral, c'est pareil. Alors là, je pense qu'il y en a, s'il y a des commentaires qui arrivent, je pense qu'il y en a plein qui subissent du harcèlement moral au quotidien. Alors, on a beaucoup plus parlé. Après, il y a un contexte social. Et c'est vrai qu'on parle un tout petit peu moins de ces questions de harcèlement sexuel. Alors, sur un autre volet, on en parle aussi. Hein, vous savez, les débats sociaux se déplacent et il y a des points de focal qui sont un peu différents. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la relation perverse. Si tu me permets, je vais juste te donner un chiffre qui, je pense, qui va intéresser beaucoup de monde. Il y a une étude qui a été faite donc, par l'Organisation internationale du travail, donc c'est pas un petit quelque chose. Ça a été fait de 2017 à 2019, donc ça reste récent. Cette étude a été longue, hein, parce que elle a été faite sur 4,5 millions de salariés français. On ne parle pas de salariés à l'étranger, vraiment 4,5 millions de salariés français. Elle a révélé que 52% des femmes et 27% des hommes ont été victimes d'harcèlement sexuel au travail. Dans ce chiffre, seulement 4% ont déposé. Alors, c'est un sujet tabou. Premièrement, la question de harcèlement, à quel moment peut-on désigner la question du harcèlement? C'est des situations très ambiguës, pas simples à mener, puisque je vais prendre un exemple. Je prends des collectifs de travail où on plaisante beaucoup sur la sexualité. À l'heure d'aujourd'hui, la question de la sexualité, elle est beaucoup présente dans nos échanges, etc. Et vous allez avoir parfois des collectifs de travail qui sont, je ne sais pas, je pense au bâtiment, la restauration, l'hôpital. Vous avez des collectifs de travail qui ont l'habitude d'employer des termes très sexualisés, voire des espèces de pseudo-insultes qui sont tout à fait normalisées. Et puis, vous avez quelqu'un qui rentre dans ce nouveau collectif et qui peut se sentir complètement harcelé aussi. Et puis après, vous avez le cas de figure de la personne et du profil vraiment de la manipulation et qui va harceler ou faire des propositions en dehors de la vue de tout le monde. Enfin, il y a plein de situations et ce type de situation doit être prise de manière singulière. On ne peut pas généraliser. Et pour avoir été sur des situations comme ça, et je mentionne aussi la notion de bouc émissaire, celui qui parle souvent va être celui qui va porter quelque chose. C'est pour ça que je conseille très souvent, lorsqu'il y a des situations mal vécues, d'être plus en collectif pour soulever quelque chose que seul. On a eu un commentaire donc, qui dit que le problème du harcèlement moral, c'est qu'il est très difficile à prouver. Alors, j'aimerais juste répondre à cette personne. Je vais mettre une diapositive qui est très intéressante parce qu'elle va montrer, hop, je vais le faire tout de suite, voilà, ça arrive, hop, qu'il y a quand même des lois et donc depuis la loi de travail, il suffit pour le salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer, c'est en rouge, supposer l'existence d'un harcèlement. Donc, déjà, alors bien sûr, on n'arrive pas à écrire en disant juste il me crie dessus.
Par contre, selon les échanges de mails, selon les SMS, on peut aujourd'hui enregistrer des conversations téléphoniques. On a tous des dictaphones sur nos téléphones. Il ne faut pas avoir peur de les sortir, de les laisser allumer dans ses poches pour enregistrer quand on va faire un entretien avec son responsable ou un autre salarié, peu importe qui est l'harceleur. Sauf que... Et ça passe devant le Conseil des prud'hommes et devant le juge pénal. J'ai mis en bas l'article de loi qui est de août 2016, où vous pouvez aller le chercher, tout est détaillé. Par contre, j'ai bien précisé, attention, toutefois, à ne pas commettre de dénonciation. Hein. Le but, ce n'est pas d'aller dénoncer les personnes, hein, parce que sinon, c'est l'inverse qui va se produire. Alors, comme dit cette personne, c'est très compliqué. La loi est une chose, la réalité en est une autre. Et puis parce que vous êtes entre deux subjectivités. J'ai pu avoir dans le cours de mon travail le harceleur et le harcelé séparément. C'est très complexe, puisque vous avez deux, vous savez, la réalité, ça n'existe pas, chacun on en a un bout. Et celui qui harcèle, parfois, n'a pas conscience qu'il harcèle. Et c'est ce qui est compliqué. Alors, on demande souvent un rapport, le manager, enfin, si c'est un manager qui doit faire un rapport sur soit un conflit entre agents, soit ça nécessite d'être bien accompagné. J'allais dire, si vous rencontrez des situations complexes, d'être accompagné. Alors, il y a les syndicats, la médecine de santé au travail, un avocat, si ça semble nécessaire, mais en tout cas, de ne jamais rester seul. De toute façon, sur la question de souffrance au travail, rester seul est un facteur aggravant sur tous les plans. Voilà. Ne serait-ce que parler à des collègues, parfois, peut déjà être déjà une aide. Voilà. Donc, on peut sortir de ce cercle, comme je l'ai mis là, il faut prendre du recul, il faut en parler à des professionnels. Il y en a plusieurs. Le premier que tout le monde connaît, c'est le médecin traitant. Parlez-lui-en. Souvent, il va vous dire, allez voir la médecine du travail. Comme l'a dit Graziella, on va aussi voir la médecine du travail. Au sein de l'entreprise, il y a peut-être quelqu'un qui s'occupe de ça, les ressources humaines, si c'est une grosse entreprise, il doit s'en occuper. Attention, c'est des lois aussi. Justement, je vais vous montrer ça tout de suite, parce que l'employeur a quand même des choses importantes, c'est-à-dire qu'il a des obligations sur la santé que beaucoup de personnes oublient. Donc, au cas où, voilà. Donc, le rappel pour les entreprises, donc s'il y a des entreprises qui nous regardent, s'il y a des chefs d'entreprise, attention, 37%, c'est le taux de salariés harcelés au cours de leur carrière. Il en revient au RH et DRH la lourde responsabilité de faire le nécessaire afin de prévenir les risques. Et ça, ils n'ont pas le choix. C'est une obligation. Alors, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, Graziella? Et comme je disais tout à l'heure, et entre la question de l'obligation et la réalité du travail, eh ben, c'est tout autre. Hein, et c'est parfois deux mondes. Oui, les employeurs ont une obligation de mettre en sécurité, que ce soit la sécurité physique, mais aussi la sécurité psychique. Tout à l'heure dans la liste, il y a aussi votre responsable. Quand vous êtes un salarié, agent, le responsable est aussi quelqu'un sur lequel vous pouvez également vous appuyer, voire au-dessus. L'entourage. Mais j'allais dire, dans ce contexte, on est dans un contexte, et c'est pour ça que je ramène aussi au contexte, les organisations ont précarisé aussi la place de celui qui travaille aujourd'hui. Il y a un contexte psychosocial d'insécurité. On l'a tous vécu. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a eu des désorganisations, réorganisations, mais qui sont encore vécues pour certains comme de la déstructuration aussi. Et à l'heure actuelle, vous savez, ce qui contient aussi au travail, c'est les murs, c'est les règles, c'est le collectif. Et dans cette déstructuration, sur ces 2 dernières années, les collectifs ont parfois explosé. Je prends l'exemple du télétravail.
l'administration. Pour beaucoup, il y en a qui ont été basculés en télétravail. Ça a coupé les gens du collectif. Ça a protégé aussi, avec tous les soucis qu'on a eus, de gens qui avaient énormément de difficultés à revenir sur le lieu du travail. Ça aussi, ça a été une autre difficulté. Et quelque part, ça a mis le sujet humain, enfin nous tous, dans une forme d'insécurité. Premièrement, parce que sur la question de la première vague, on a été en risque pour soi. Chacun s'est questionné par rapport à cette pathologie. La notion de santé est arrivée dans le travail. Ça aussi, on n'a pas encore beaucoup de recul par rapport à ça et les répercussions. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quelque chose de privé, notre santé, est venu s'introduire dans la sphère du travail. Et ça, on n'a pas encore complètement mesuré les effets pervers de cette question. Vous voyez bien à quel point ça a pu diviser, éloigner, séparer, mais aussi re-rassembler. Moi, j'ai eu sur des débriefings de services de collectifs de travail, j'ai aussi eu des belles expériences, des beaux rapprochements entre personnes. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'au départ, on était dans la crise et que maintenant, on est dans le chronique. C'est pareil. Et je vais faire un petit parallèle par rapport à la question du burn-out sur un plan institutionnel. C'est qu'au départ, première vague, on était sur un stress aigu. Le stress aigu, ça fait comme ça. Et que là, on est sur un stress chronique. Stress chronique, comme son nom l'indique, chronos, le temps, ça s'inscrit dans le temps. Ce qui fait qu'on est presque dans un état de crise qui perdure. Et c'est pour ça que beaucoup de collectifs, et notamment l'hôpital, puisque c'est ce que je connais le plus, s'épuisent, est épuisé. Et puis, certes, on a parlé de l'hôpital, mais il y a beaucoup de collectifs de travail dont on n'a pas parlé et dont on ne perçoit pas encore, à mon avis, les effets complètement délétères. Donc, c'est vrai que oui, le temps passe. Alors, justement, par rapport à... Je rebondis toujours sur ce que tu dis, c'est génial. C'est que, donc, dans les collectivités, il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les managers, les responsables, comment détecter je manque tout ça. Donc, il y a des signes, ils sont là, ils sont affichés, droit devant toi. C'est pareil, j'ai eu du mal à trouver tout ça, mais ça, c'est la réalité. Les signes émotionnels, les signes physiques, les signes au niveau de la performance, les signes sociaux et les signes comportementaux. Normalement, un manager, un responsable, un directeur, un chef d'entreprise, en discutant avec ses salariés, doit essayer. S'il détecte quoi que ce soit, il doit s'en occuper. Oui. Dans la majorité des cas, c'est comment tu vas, je vais bien, sans creuser. Oui. Normalement, le manager, étant donné qu'il est responsable de son groupe, de son équipe, doit également assurer la sécurité physique, psychique, enfin, en tout cas, être en souci de. C'est ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Il doit être en veille de ces types de risques. Donc, les risques psychosociaux, c'est notamment ceux que tu as mis là. Ça s'appelle la prévention des risques. Et j'allais presque dire aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le manager est lui aussi pris dans ses enjeux et que parfois, il ne voit plus rien. Et j'ai plein de situations en tête où le manager est lui-même déjà en grande souffrance. Alors, quand on est en grande souffrance, c'est très compliqué de s'occuper de la souffrance de ses salariés. Et que parfois, il y a ce qu'on appelle le phénomène cascade, où il y a une pression sur le N+3, +2, +1, -1, et quelque part, c'est ce que j'appellerais aussi une forme de violence institutionnelle. Comment la violence dans le travail s'inscrit à tous les niveaux et comment elle va se loger de manière différente en chacun de nous, enfin en chacun des individus. Vous avez, et j'allais dire en termes de peut-être plus de conseils, c'est que plus quelqu'un est isolé, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu quelqu'un qui avait toute sa vie au travail. C'est quelles ressources vous avez, famille, amis, vie sociale, plus vous avez de points d'appui, plus lorsqu'il y en a un qui est bancal, le travail ou la famille, vous allez pouvoir vous reposer sur le reste. Moi, c'est dans les premières questions que je pose, c'est où en êtes-vous? Travail, famille, amis, vie perso. Et le point d'ancrage,
le socle sur lequel vous pouvez le plus compter, c'est le vôtre. C'est d'ailleurs pour ça, parce qu'à un moment donné, j'ai eu aussi parfois le couple ensemble est en difficulté. Donc là, c'est compliqué quand on n'a plus chez soi. Et puis, bon, il y a tous les divorcés, enfin, tous les gens qui sont seuls, tous les célibataires. Donc on n'a pas toujours des ressources autour de soi, d'où l'urgence de pouvoir vraiment développer et revenir sur ses propres capacités, quitte. Pourquoi il y a beaucoup de reconversions aujourd'hui dans ces 2 ans de Covid? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont aperçus qu'ils n'étaient peut-être pas à la bonne place, pas au bon endroit, ou qui n'avaient plus envie des mêmes choses. Qui ont dit, il faut savoir dire non. Savoir dire non, c'est une écologie de son propre environnement psychologique. De se connaître, ça vous aidera davantage à dire non. Je l'ai dit aujourd'hui à un client, justement, non. Apprends à dire non. Tu suis tes missions, tu suis tes fiches de poste, et le reste, pour l'instant, c'est non. Et justement, j'ai eu un commentaire qui disait « Le télétravail a fait prendre conscience pour certains du mal-être sur le lieu même du travail, ce qui amplifie la souffrance à y retourner. » Oui, complètement. C'est que le télétravail a sauvé certaines personnes. Elles ont pu s'extirper. Imaginez, vous aviez des difficultés avec votre collectif de travail, votre manager, le télétravail s'en a sauvé certains. Sauf que, au retour, ça a été compliqué. On a eu des vraies impossibilités de personnes à développer des syndromes anxieux, du stress post-traumatique, à retourner au travail, à se reconnecter au lieu de la souffrance. Et donc, ça a été une vraie surprise pour les DRH, qui étaient aussi, pour une part, aussi en télétravail, faisaient partie quand même des profils à télétravail, et ils ont dû, les managers comme les DRH, recomposer les collectifs à moitié, quoi. Comment manager à distance? Comment on manage quelqu'un qui se retrouve tout seul devant son PC, alors que d'habitude, il s'appuie sur les compétences de ses collègues et qu'il y a quelque chose. Et puis, je pense que quelque part, peut-être cette personne, elle a dû prendre conscience aussi à quel point elle ne pouvait peut-être plus supporter son collectif. Vous savez, quand on est dans le travail, on se lève le matin, on y va, il y a quelque chose d'une mécanique, en fait. On ne se pose pas la question. Sauf que là, de rester chez soi et ensuite de s'y retourner, la question ne s'est pas posée de la même manière de retourner au travail. Et ça, on est encore dedans. Et je pense que la France, malheureusement, a basculé dans le télétravail avec peu de maturité, sauf certains styles de boîtes qui ont, tout ce qui est boîte américaine, ils ont 10 ans d'avance. Mais en France, on a des croyances assez négatives sur la question du télétravail. Alors, quelque part, ça a précipité la réflexion, mais on avait travaillé avec mes anciens collègues sur cette notion de télétravail, mais on a rencontré des images très opposées chez les managers, notamment entre. Ça a remis en question la question de la confiance. La question de l'emprise aussi, comment on peut être, comment on contrôle aussi ses employés. Et oui, c'est ça, parce que ça a confronté les managers à leur capacité à lâcher prise aussi. Et certains se sont aperçus. C'était compliqué. Il y en a qui y arrivent. Je vois aujourd'hui des entreprises installer des logiciels sur les ordinateurs de ceux qui sont en télétravail pour avoir accès à leur caméra, à leur temps de connexion, à quel moment ils ont déconnecté, limite les micros. C'est justement, quand tu parles de confiance et de relation d'emprise, certains qui ont ce besoin-là, aujourd'hui, ils trouvent cette solution par ces logiciels. Oui, mais j'allais dire, c'est un effet plutôt néfaste. Alors, il se trouve que dans la première vague, j'avais entendu, la personne le disait à demi-mot, mais les logiciels installés en off ont explosé sur la première vague, les trucs de contrôle. En même temps, pour reconnaître un petit peu et pour avoir accompagné aussi la question managériale, moins vous faites confiance à votre équipe et moins vous aurez de la question du résultat. Un des socles
la force d'un collectif, c'est la question de la confiance. Oui, bien sûr, vous aurez toujours quelqu'un, une brebis galeuse ou quelqu'un qui va… Mais j'allais dire au manager de repérer les forces internes. Vous avez des gens qui travaillent plus lentement, ok, d'accord. Mais parfois, ce sont des gens qui apportent leur bonne humeur parce qu'elles sont en lien. Et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est qu'on est obsédé par la question de la productivité et on en oublie la question humaine. Et c'est pour ça que les managers, on s'intéresse à ce qu'on appelle soft skills, c'est-à-dire toutes les compétences plus secondaires, si je puis dire. Enfin, secondaires, oui et non, parce que pour moi, elles ne le sont pas du tout. Des compétences relationnelles. Et maintenant, dans la sélection managériale, on se penche, heureusement, beaucoup plus là-dedans. Mais bon, on est quand même dans un système assez… quand même humainement assez violent à l'heure actuelle. Et la question de la reconnaissance, pour peut-être terminer sur cette question qui est phare pour moi, je ne veux pas l'oublier, c'est la question de la reconnaissance. À partir du moment où vous ne vous sentez pas reconnu, c'est déjà une attaque à votre sentiment profond. Et je m'adresse aux managers s'il y en a, c'est la question de la reconnaissance, c'est la nourriture. C'est la nourriture de la motivation de vos équipes. Bon, et donc, Grazia, ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Si tu dois me… Allez, ta dernière phrase, alors te connaissant, parce que je te connais bien, on va dire ton dernier texte que tu pourrais dire à ceux qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo. Répète ta question, j'ai pas entendu. Très simple. Pour terminer, ta dernière phrase, oui. Ça serait quoi? J'allais dire le lien, ce serait faire confiance au lien humain, ne pas rester isolé dans sa souffrance. Et je vais terminer, voilà, ça me vient comme ça, tu le sais. J'ai fait mes 15 premières années dans gériatrie et j'ai accompagné donc des personnes âgées qui avaient quitté depuis très longtemps le travail. Et il reste très, très peu de choses du travail sur une fin de vie pour ceux qui ont la chance d'y arriver. Et c'est pour ça que se tuer au travail, non, on n'est pas là pour se tuer au travail. Et ce qui reste, et ce qui me semble le plus fondamental, c'est la question du lien, l'autre. C'est à partir de ça qu'on se construit et qu'on trouve la force parfois aussi de partir de situations complexes. C'est avec l'autre et grâce à l'autre, très souvent, qu'on trouve cette force-là. Très bien. Merci, écoute, voilà, en tout cas, on a passé un bon moment avec Ludo. C'est important au travail d'avoir cette notion de plaisir. Hein. C'est vrai que malheureusement, dans la question du travail, il y a la notion de labeur, mais il y a voilà, comment restaurer cette notion de plaisir. En tout cas, ça a été un plaisir de travailler avec toi, Ludo, là, sur ce temps-là. J'espère que ça a pu un peu éclairer ou donner envie d'aller plus loin. Il y a plein d'autres choses à dire. Bien sûr qu'on a un peu survolé sur 1 heure sur un sujet comme ça, comme je vous disais. C'est évident. Voilà, en tout cas, bon courage pour ceux qui traversent une période compliquée. De toute façon, si on a de la demande sur les réseaux sociaux, si la vidéo a plu, si les gens veulent qu'on creuse plus loin sur un sujet, qui nous envoie du MP, qui mettent des commentaires sur la vidéo qui restera sur Facebook, et on organisera, si nécessaire, une nouvelle vidéo, un nouveau live dans les mois qui arrivent pour pouvoir discuter de ce sujet-là. Au contraire, nous, ça nous fait plaisir. Ouais. Voilà, on donne un peu de notre temps. C'est quoi? C'est 1 heure dans la journée. Ça nous fait plaisir. C'est l'occasion, nous, de pouvoir discuter voilà, de sujets qu'on ne parle pas tous les jours. Et je trouve ça super. Très bien. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne soirée, Ludo. Et puis, merci à tous de votre présence. Voilà. Exactement, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont joué le jeu avec les commentaires. N'hésitez pas à partager le lien qui suivra, et puis à vos messages en privé, à ceux qui le souhaitent. À bientôt, Graciela.